Salut à tous, c'est Sketty et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de À la recherche du bien-être. Cet épisode, ça va être un épisode assez spécial, je pense qu'il va être relativement long parce que en fait, je me suis juste rendu compte que je me suis jamais présenté publiquement, on va dire, sur Internet, même si ça fait quelques années que je suis sur les réseaux. Et en fait, mine de rien, ça reste quelque chose que je trouve assez important à faire. Donc j'ai décidé de le faire, tout simplement. La construction de cette vidéo, elle était assez particulière parce que en fait, à la base, je voulais juste faire une vidéo, excusez-moi. Je voulais juste faire une vidéo sur la santé mentale parce que ça fait un moment que j'ai pas parlé de santé mentale et qu'à la base, mon contenu, c'est un contenu sur la santé mentale, la société et l'éducation, mais très porté sur la santé mentale parce que au niveau mental, au niveau psychique, etc., j'ai un assez gros passif. Et donc, c'est comme ça que je me suis construit un petit peu, on va dire. Et c'est ce qui m'a poussé à faire des vidéos, c'est ce qui m'a poussé à faire de la sensibilisation, c'est ce qui m'a poussé à faire le travail que je fais aujourd'hui, le travail d'éducateur spécialisé. Et c'est ce qui, avant ça, m'a poussé à être dans quelque chose de très artistique, à faire du son, à écrire, à réaliser des histoires, des scénarios, des pièces de théâtre, à être vraiment dans toute cette sphère-là de l'artistique. Et en fait, pendant longtemps, ce que je cherchais à travers tout ça, c'était aussi ma personne, qui j'étais réellement. Et pour ça, je suis passé par plusieurs personnages. Parce que c'est plus facile de se trouver, à mon sens en tout cas. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. C'est plus facile de se trouver lorsqu'on se cherche comme si on cherchait quelqu'un qui n'est pas propre à nous-mêmes, on va dire. Dans le sens où des fois, si tu te dis, voilà, plutôt que de me rechercher moi comme ça, je vais rechercher telle image, on va dire, telle chose un peu abstraite qu'on va appeler, je sais pas, Adrien. Et donc, en te disant, voilà, je vais chercher Adrien qui est en fait toi, tu vas pouvoir te détacher de toi-même, te voir d'une manière un peu plus objective, on va dire, et du coup, te construire un peu plus ou moins l'image que tu recherches exactement de toi. C'est pas très facile à expliquer, mais en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me chercher réellement, en parlant de moi à la troisième personne, en construisant des personnages, en écrivant des histoires de personnes que je voulais être, que je pensais être, etc. Et donc, à me regarder avec un certain détachement, on va dire. Ce qui fait que, d'ailleurs, beaucoup de fois, dans ma vie, j'ai besoin, enfin, j'utilise du moins cet usage du détachement pour mieux comprendre les choses, pour les objectiver, pour prendre du recul et pour vraiment être dans quelque chose de la recherche de compréhension. Ce qui fait que des fois, je peux vraiment avoir l'air totalement détaché de certaines choses, alors que souvent, lorsque je parais autant détaché, c'est que justement, je suis vraiment très profondément dans cette chose. Mais donc, ceci étant dit, qui est réellement Sketty? Déjà, il faut se dire que Sketty, c'est un pseudonyme qui m'est venu en 2020, tout début 2020, tout simplement parce que je faisais du skateboard. Voilà, le mythe est là. Il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus bas, c'est vraiment juste parce que je faisais du skate. Parce que jusque-là, en fait, on m'appelait F-boy. F-boy, fuckboy, parce que je me faisais appeler comme ça, tout simplement. Ça avait rien à voir spécifiquement avec la sexualité, c'était plutôt que j'aimais, on va dire, m'appeler comme ça, parce que justement, je me sentais en train de détruire ma vie. Et du coup, c'était un peu le petit garçon qui nique sa vie, quoi. Mais au fur et à mesure, voilà, il y a eu d'autres choses qui se sont développées, etc. Et donc, Fuckboy, c'était assez fluctuant. Mais ça restait une symbolique, on va dire, dans le pseudonyme, qui était vraiment très autour de je fais des choses parce que j'ai envie de les faire, et en même temps, je les fais parce qu'on m'a poussé à les faire. Et c'est un peu un personnage qui vient à chercher à être libre, à se détacher du regard des gens en se disant, voilà, vous me voyez comme ça, je vais être 4000 fois plus, quitte à détruire ma vie, quitte à être dans des trucs vraiment nocifs pour moi, mais au moins je vais les faire et je vais les assumer parce que j'ai envie d'assumer la personne que je suis. C'était vraiment la construction de F-Boy, on va dire. Il faut savoir que c'est un pseudo que j'ai depuis très longtemps, celui-là. Depuis, je pense, je dirais 2015, 2016, un truc comme ça, quand j'étais au collège. Parce que j'étais vraiment dans ce truc-là de rechercher à la fois à être dans un truc de bien apparaître pour les gens et puis me distancer du regard des gens et en même temps rechercher l'amour. J'étais vraiment dans quelque chose d'assez complexe, on va dire, dans la recherche de soi. Sachant qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes, dont mes parents, qui venaient poser des étiquettes sur moi, qui venaient vraiment me voir d'une manière et me dire, voilà, toi tu es comme ça, je te vois comme ça, tu seras comme ça. Notamment, on y vient sur ma sexualité. Mes parents,
du moins ma mère, parce que mon père en soi il s'est jamais vraiment positionné sur ça, on n'était pas spécialement proches, donc on parlait pas plus que ça, mais ma mère se positionnait énormément sur ma sexualité, et tout ce que je faisais était suranalysé, et m'était renvoyé concrètement au visage, en mode voilà, telle chose, ça renvoie ça, pour moi tu es comme ça. Il faut vraiment se dire que c'est compliqué, en fait, dans la tête de n'importe qui, en fait, qui a pour modèle, on va dire, ses parents, encore plus lorsque vous êtes dans l'adolescence, de vous voir autant jugé, autant caricaturisé, parce que c'est quelque chose auquel, à mon sens en tout cas, on ne devrait pas faire face, encore moins en tant qu'enfant. Et moi, du coup, comme je suis quelqu'un qui, depuis que je suis petit, je dirais, du moins, d'aussi loin que je me souvienne, je suis jamais rentré dans ces classes binaires de homme-femme, un homme ça doit être comme ça, une femme ça doit être comme ça, etc., etc. Je vois bien qu'il y a des représentations sociales autour du genre, je vois bien que voilà, il y a des traitements de faveur et des traitements discriminants vis-à-vis de ce que l'on renvoie, vis-à-vis de ce que l'on est censé renvoyer, etc. Mais moi, personnellement, je me positionne pas dans ça, ce qui fait que même pendant très longtemps, je comprenais pas cette question d'identité de genre, en fait. Pour moi, c'était juste, voilà, quoi, le genre était lié au sexe, et, et voilà. Pour moi, on n'avait pas besoin de rentrer dans ces représentations pour se ressentir comme homme ou femme. Et donc, pour moi, par exemple, un homme qui allait s'habiller en robe, ça allait être un homme. Un homme qui allait sortir avec un autre homme, ça allait être un homme. Vraiment, pour moi, c'était vraiment ça. Et c'est encore un peu mon point aujourd'hui, mais je peux comprendre du coup que ce soit pas le cas pour tout le monde et que du coup, chacun ait sa vision de la chose et que le genre, ce soit quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et donc, du coup, étant donné que je suis un homme qui est percé, qui met des boucles d'oreilles, qui mettait du vernis quand j'étais petit, qui en met encore fréquemment de temps en temps, qui se laisse pousser les cheveux, qui traîne avec beaucoup de filles, qui a des manières à certains moments, qui est bien avec sa sexualité, qui est bien avec ses émotions, un homme qui ose porter du rose, un homme qui ose mettre des habits un peu féminins, un homme qui ose aborder des questionnements qui sont un peu dans les représentations sociales, plus liées à la femme, etc., etc. En fait, tout ça, et ma manière d'être avec les hommes, et je dirais même ma manière d'être tout court, ça a poussé ma mère à se persuader que j'étais homosexuel. Et en fait, pendant très longtemps, elle me mettait une pression mais énorme. Et en soi, je pense que dans le fond, c'était juste quelque chose pour me montrer que j'étais soutenu, on va dire, mais c'était vraiment malsain. Elle me mettait une pression énorme en me disant, ouais, mais si t'es gay, tu peux me le dire. Si t'es homo, si t'aimes les hommes, tu peux me le dire. Et en fait, quasiment tous les jours, elle me disait, ouais, mais t'aimes les hommes, t'aimes les hommes, t'aimes les hommes. Telle personne avec qui tu traînes, c'est ton ami ou c'est plus. Et en fait, moi, j'avais beau lui dire que, non, il n'y a rien, je suis son pote et que, il n'y a rien du tout. Elle était toujours là dans ce truc-là. Et donc, vers 2018, 2019, donc quand j'étais en seconde, j'ai commencé à me construire entre F-Boy et Sketchy un personnage qui s'appelait Ghetto. Ghetto orthographié comme ça. Parce que, en fait, justement, j'en avais marre d'être assimilé à un homosexuel alors que je le suis pas, que je l'étais pas, que j'avais pas... Enfin, je me positionne pas spécialement dessus, quoi. Je me sens pas spécialement attiré par des hommes. J'ai jamais fait de rencontres d'hommes qui m'ont donné les papillons dans le ventre et tout. Donc, moi, personnellement, on va dire, si je suis homosexuel, je ne suis pas au courant de cela, vous voyez. Mais du coup, c'était hyper compliqué parce que je suis issu d'une famille très chrétienne. D'ailleurs, je vous le redis, mais c'est pas pour ça que je porte des croix ou quoi. Ça a vraiment d'autres représentations pour moi. Je vous ai déjà fait une vidéo sur TikTok dessus. Mais voilà, quoi, genre c'était assez compliqué à ce niveau-là. Et donc, il a fallu que je m'affirme. Il a fallu que vraiment, en fait, je rentre dans le truc parce que la fuite, c'était plus une solution, c'était plus une option. Parce que c'est compliqué à dire comme ça, mais ma mère, c'est quelqu'un, un peu moins aujourd'hui, mais quand même, lorsque vous essayez de fuir, elle va pas l'accepter. Lorsqu'elle se met une idée en tête, il faut que les choses aillent dans son sens et elle va forcer jusqu'à ce que les choses aillent dans son sens. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, vous allez lui dire j'ai pas envie de te parler, elle va vous suivre partout jusqu'à ce que vous lui parliez. Même si c'est dur pour vous, même si c'est compliqué. Et en fait, c'était un peu sa manière de vous montrer qu'elle était là pour vous. Sauf que c'est hyper violent. En fait, c'est mine de rien, c'est le fait de poser une limite, hein, de dire à quelqu'un non, pour l'instant, j'ai pas envie de te parler. Un jour, quand j'en aurai envie, je t'en parlerai. Quand je serai prêt, j'en parlerai. Ou juste tout simplement, j'ai pas envie de te parler parce que j'ai pas envie. C'est ta limite et
les gens doivent respecter cette limite. Et du coup, je peux comprendre que en tant que parent, on a ce truc-là de se dire ouais, mais il faut que mon enfant se rende compte que voilà quoi, que je suis là pour lui, qu'il peut me parler, etc. Mais le fait de basculer dans l'obligation et pousser la personne à parler alors qu'elle en a pas envie, bah, c'est hyper violent. Encore plus quand vous êtes dans des schémas représentatifs, quand vous êtes dans des projections mentales et que du coup vous projetez des images sur les gens alors qu'ils vous disent eux-mêmes que bah, vos représentations sont faussées et biaisées, quoi. Mais du coup, ça a été un peu une assez grosse période de ma vie, je dirais 2 3 ans quand même, où du coup, je me suis relancé dans la musique parce que moi, j'ai commencé à faire de la musique autour de 2017. À ce moment-là, c'était un peu plus des rap contenders, on va dire, avec mes cousins. Le niveau était très bas, mais c'était super drôle. Et vu qu'on a toujours baigné dans la musique, on va dire, puisque bah, je suis haïtien, donc il y a une grosse culture musicale derrière, que moi je touche beaucoup de toute façon depuis que je suis petit à l'artistique, etc. Et que je suis très sensible aux sonorités, aux choses comme ça, bah, j'ai toujours été dans ce truc-là. Et donc bah, ça s'est fait un peu naturellement, on va dire, de me lancer un peu comme ça dans la musique. Et donc, à cette période-là où j'ai construit ce pseudonyme de Ghetto et de tout l'univers autour, on a fait un groupe avec 2 anciens amis qui s'appelait la Transgébi. Parce que bah, c'était mes 2 amis les plus proches, que mon meilleur ami de l'époque, lui, pareil, les gens pensaient qu'il était bi. Du moins, les gens lui collaient cette étiquette-là. Et après, derrière, je sais pas si c'est avéré, si c'est non avéré. Personnellement, je m'en fiche parce que bah, j'ai pas à savoir, j'en ai un peu rien à faire, je vous mens pas. Sachant que c'est d'ailleurs, de ce que j'ai compris, très homophobe d'être dans cette recherche perpétuelle de la connaissance de la sexualité de quelqu'un. De venir titiller chaque petite parcelle de la personne qui pourrait montrer qu'elle n'est pas hétéro, etc. C'est quelque chose qui est très malsain et apparemment homophobe. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas été tellement éduqué à cette chose-là, je continue d'apprendre dessus. Mais voilà, apparemment ça relève de l'homophobie. Tout comme la recherche de la transidentité des personnes, c'est quelque chose de profondément homophobe. Mais donc à ce moment-là, la Transgébi, c'était vraiment bah, nous 3 qui venions un peu faire des mini-concerts, venir chanter des sons, enregistrer des sons ensemble, poser sur des textes, écrire des textes. Mais ça n'a pas duré très longtemps. En vrai, ce petit groupe, il a duré peut-être 1 an max. Sachant qu'on n'a pas sorti de musique officielle. On a dû enregistrer un son, mais moi personnellement, je suis jamais entré en studio ou quoi. Donc j'ai jamais enregistré un son de manière professionnelle, on va dire. Mais en tout cas, on avait vraiment ce truc-là de se confronter au monde, de confronter nos représentations au monde, de confronter les images qu'on renvoie au monde et leur montrer que en fait, bah, on est là, on existe et c'est comme ça en fait. Et c'est un peu ce personnage qui m'a mené à Sketty parce que d'abord, il y avait ce F-Boy du coup, pseudo que j'utilise encore d'ailleurs sur certaines plateformes, pardon. Mais il y avait ce F-Boy qui était là en mode bah voilà, vous me voyez comme ça, je vais être 2 fois pire. Puis vous aviez Ghetto qui venait avec ce truc de voilà, je représente ça. Et bah vous savez quoi, si vous me voyez comme ça, bah, je vais représenter ces personnes. Mais ça va pas être dans la caricature, ça va pas être dans l'excès, ça va être juste dans le fait que bah, en fait ces personnes-là sont pas assez représentées. Si vous me voyez comme ça et que vous me le dites de cette manière, ça veut dire que ces personnes sont stigmatisées. Moi-même je suis stigmatisé de par mon image et donc bah, on va pousser à aider les personnes stigmatisées à montrer qu'en fait, elles n'ont pas à avoir honte d'elles et que la honte doit changer de camp, tout simplement. Et là, petit à petit, on voit déjà ce petit truc-là de combat de soi apparaître beaucoup plus de manière affirmée, on va dire, et beaucoup plus de manière saine, dans le sens où bah, je ne vais pas venir me détruire moi pour montrer au monde que j'existe. Ce combat-là, c'était un peu le même combat que Théodore avec le personnage Payday à l'époque, où il venait voilà, dire bah, en fait, les personnes ne sont pas représentées et je fais peut-être pas partie de cette communauté, mais j'ai envie de la voir beaucoup plus en avant. Et voilà quoi, moi je vais me battre pour qu'ils puissent porter leur voix derrière. Donc moi il y avait un peu ce truc-là, je m'étais fait des t-shirts aussi, c'était incroyable. Parce que j'aimais énormément dessiner sur mes t-shirts, les customiser, etc. Et donc je m'étais customisé un t-shirt avec écrit, voilà, j'ai dû retrouver le t-shirt parce que je me souviens plus ce qu'il y avait écrit. Mais il y avait écrit du coup, accepter l'autre, c'est être doté de sentiments. Pourquoi juger l'autre en fonction de ses différences, etc. Et après ça, du coup, je me suis fait un 2e t-shirt que j'aurais pas en image malheureusement parce que ma mère l'a brûlé. Hashtag Toxic Family.
Mais elle l'a brûlé parce que bah, j'allais à l'église avec. Et vu que j'étais dans beaucoup d'organisations de l'église, vu que j'étais servant d'hôtel, vu qu'il y avait une certaine image, pas professionnelle, mais officielle, on va dire, à donner dans l'église, et que les gens savaient que j'étais son fils, bah, elle voulait absolument pas que je le mette. Mais c'était un t-shirt où il y avait écrit une orientation sexuelle, c'est pas un crime. Ne pas être comme les autres, c'est pas être genre dérangé, c'est pas un critère de non-acceptation, on va dire. Mais en vrai, vraiment, ce truc-là de, en fait, écoutons-nous vivants, acceptons-nous les uns les autres, et vraiment, bah, en fait, c'est pas parce que les gens sont différents, que ce soit d'un point de vue de couleur, d'un point de vue d'orientation sexuelle, d'un point de vue de représentation, d'un point de vue d'image ou quoi, que ça veut dire qu'on doit les repousser, en fait. Et à ce moment-là, bah, vu que je traînais énormément avec mes deux autres amis, et qu'il y en avait un qui, pareil, était très organisé dans l'église, sachant qu'il n'était pas chrétien, il était musulman, mais il était vraiment très présent dans l'église, etc. Bah, lui, il avait un t-shirt où c'était un peu plus acceptable, on va dire. Un t-shirt un peu plus standard, avec des trucs genre aimez-nous les uns les autres, aimons-nous, pardon, les uns les autres, mais des trucs qui sont tout autant engagés, mais dont les mots sont moins forts, on va dire, ou du moins violents, on va dire, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des choses comme ça. Et donc, en fait, bah, ma mère, elle me comparait tout le temps à lui en disant, ouais, voilà, lui, regarde, c'est comme ça, toi, tu me fais honte, tu vis avec tel t-shirt, qui écrit tel truc, les gens, ils te voient de dos, ils se disent, mais c'est qui lui? Et puis, ils se rendent compte que c'est mon fils. Et il y avait vraiment ce truc-là de, bah, je rejette la personne que tu es, je te fais être d'une manière, et en plus de ça, la personne que je t'ai poussé à être, bah, elle me fait honte, et je te rejette encore plus. Et donc moi, c'était vraiment bah, l'histoire de ma vie, hein, de grandir dans ce truc-là, d'être rejeté, de pas pouvoir être la personne que je veux, de pas pouvoir être la personne que je souhaite. Et en même temps, et c'est là où j'ai toujours dit que j'ai vraiment un attachement ambivalent envers ma mère, il y avait d'un côté cette grosse violence de se dire que j'accepte pas la personne que tu es, et d'un autre côté, je te pousse à chercher la personne que tu es. Et souvent, ce qu'elle me répétait, c'était qu'est-ce que tu veux pour Alan? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses qui est bon pour Alan? Savoir que Alan, c'est moi. Mais du coup, en fait, c'était hyper compliqué d'avoir à se poser ce genre de questions parce que derrière, lorsque je trouvais des réponses, bah, ces réponses-là n'étaient pas acceptées. Et donc, pendant longtemps, je me suis vraiment construit dans ce truc-là de c'est elle qui doit valider la personne que je suis. Je parle beaucoup de ma mère, mais mon père était présent dans ma vie, mais c'est juste que comme il travaillait de nuit et on n'était pas spécialement proches, il a participé quand même à mon éducation, il a grandement participé à mon éducation, mais j'ai un rapport beaucoup plus distancé, on va dire, euh, avec lui qu'avec ma mère. Sachant que ma mère, pendant bah, tout mon développement, finalement, elle travaillait pas, donc elle était tout le temps à la maison, et donc bah, je la voyais tout le temps, elle était vraiment hyper présente, même trop présente. Là où mon père, bah, déjà qu'il travaillait de nuit, donc le soir je le voyais pas, la journée, pardon, il dormait, mais moi j'étais en cours, donc vraiment on se voyait pas quoi. Ceci étant dit, après ça, du coup, je me suis bah, séparé d'un de mes amis du groupe. Donc la Transgribi, c'était fini. Et ça, du coup, c'était en 2020. Sachant que plus tard encore, je me suis bah, du coup séparé de mon autre ami. C'était des séparations assez fortes quand même, sachant que bah, le second, c'était mon meilleur ami. On s'est connus à la maternité, je trouve genre vraiment une grosse amitié. Euh, mais typiquement, je pourrais pas spécialement vous en parler. Mais ouais, la séparation, ça a été assez fort pour moi, assez intense. Et c'était vecteur de pas mal de choses en fait derrière. Et ça m'a aussi propulsé dans ce truc-là de me dire, bah, en fait, mec, tu dois vivre pour toi. Tu dois vivre pour toi, tu dois être la personne que tu veux être. Et bah, les gens, ça va, ça vient. Et tant pis. La seule personne qui restera tout le temps à tes côtés, c'est toi-même. Et, et c'est comme ça en fait. C'est comme ça et t'avanceras comme ça. Mais donc après que la transgébi se soit finie, j'ai continué un petit temps à garder le terme de ghetto, à garder le pseudonyme de ghetto. Mais au fur et à mesure, je me suis dit que c'était un peu trop, dans le sens où c'était pas moi. Parce que bah, tout simplement, je vis pas dans des ghettos. Je vis pas dans un ghetto et je suis pas gay. Enfin, comme je vous l'ai dit, voilà, je me positionne pas là-dessus. Donc, et encore moins à
à cette époque-là. Et donc, j'avais un peu l'impression de finalement m'être construit une image qui n'est pas réellement moi et qui est plus propre à quelque chose de revendiquer, des choses qui me touchent, mais qui sont pas directement liées à moi, on va dire. Et donc à ce moment-là, j'étais un peu mal à l'aise un peu avec ce terme-là. Donc il me fallait un peu de toute urgence un nouveau pseudonyme. Et là, paf, Sketty. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment parce que je faisais du skate, parce que c'était un peu mon moyen de me libérer à ce moment-là. C'était un peu une manière de me dire, voilà, en fait, roule libre comme l'air, tu vois, vole comme l'oiseau, souffle comme le vent. Non, mais vraiment d'être dans ce truc-là de, en fait, t'as ton espace, tu crées ton espace, tu crées ta personne, et, en fait, t'es libre. Tout simplement, tu es libre de te déplacer, tu es libre de parler avec qui tu veux, tu as une petite communauté autour de toi de skateurs, tu vois. Et ouais, moi, franchement, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien, du coup, avec pas mal de potes qui faisaient du skate. Pareil, on faisait des sorties, on coulait sur des kilomètres et des kilomètres, on allait dans des parcs, on allait se poser et tout. Et ouais, ça m'a vraiment construit à ce niveau-là. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que Sketty, ça serait mon dernier pseudo. À savoir qu'en parallèle de tout ça, j'ai pas non plus supprimé mes anciens pseudos. Comme je vous l'ai dit, par exemple, F-Boy, je l'utilise encore. Ghetto, je l'utilise plus, mais il y a quand même une certaine symbolique derrière que j'ai pas abandonné, on va dire. Mais donc, c'est vraiment des étapes de ma vie. Et moi, j'ai vraiment décidé d'être dans ce truc-là de... Même si je tourne la page sur quelque chose, la page d'avant, je vais pas l'arracher. Là où avant, j'étais vraiment dans ce truc-là de... Je tourne la page, j'arrache tout le livre d'avant. On reprend à partir de cette étape-là. Et pour moi, je sais que c'est quelque chose qui est important d'assumer son passé, de garder en tête son passé, de garder les souvenirs d'avant et de savoir comment ça se fait que j'en suis là. Je sais que c'est pas un truc qui est bon pour tout le monde, on va dire, pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Mais donc, Sketty, 2020. Sketty, c'était un peu une révélation, on va dire. Au-delà du pseudo qui n'a rien de profond. Enfin, il y a ce truc-là, mais ce truc-là du skate qui vient te libérer, etc. Mais ça, je vous le dis après coup, franchement, sur le moment, c'était juste skate, Sketty. Let's go. Parce que mon skate s'appelait Bobby. Mon skate s'appelait Bobby, donc j'ai fait la fraction Sketty, skate, Bobby, Sketty. Donc, il n'y avait rien de profond, on va dire. Mais avec le recul, je me dis que ouais, le skate, ça a quand même eu un grand impact dans ma vie. Et donc, ouais, il y a quand même une certaine symbolique qui était peut-être inconsciente ou peut-être que c'est une coïncidence, j'en sais rien. Mais du coup, voilà. Mais donc, ceci étant dit, après je sais pas combien de temps de vidéo, je vais pouvoir enfin aller là où je voulais aller. Donc, je voulais parler de santé mentale et je suis tombé sur cette insertion que j'avais fait, en fait, tout simplement, que je vous passe tout de suite. Un truc a changé dans l'air que je respire, comme l'impression que quelqu'un souffle le martyr. Je crois que j'ai trouvé le problème, oui la cause de tous mes dilemmes. Ce qui me fracasse et me rend fragile. Cette chose me vole mon assurance, me vole ma confiance et ma chance. À cause de ça j'ai plus de mots tête qu'il n'y a de mots dans ma tête. Son emprise me perce comme une flèche. Je ne peux pas dire que ça vienne de moi, ni prétendre qu'elle ne me suit pas. Mais ça prête des années de questions, oui ça prête des années de pression. J'ai compris que je devrais m'y faire car je peux s'en être maître. Même si je n'en suis pas fier, elle restera éphémère. Je ne compte pas abandonner, mais je compte bien persévérer. Et dans ce rap évoluer, ne pas répéter mes heures passées. Je connais ce mood par cœur, rien que d'y penser, ça m'écoeure. Oui j'ai le cœur serré et verrouillé par un écho. J'ai déjà la corde au cou, la vie m'a poussé à bout. Donc je me roule dans la boue, je me roule dans la bouse de mes erreurs. Et en fait, c'est l'un des premiers sons que j'ai enregistré tout seul. J'étais pas tout seul sociétalement, on va dire. J'étais pas tout seul socialement. J'avais encore des amis. J'avais encore la présence de mon ancien meilleur ami. J'étais assez entouré quand même. Mais c'était le premier son que j'avais fait tout seul. C'était le premier son que j'avais écrit totalement tout seul, que j'avais écrit totalement tout seul, que j'avais réalisé totalement tout seul, que j'avais enregistré totalement tout seul. Et ça m'a fait du bien. Parce que déjà, ça m'a montré que j'avais le droit à ce truc-là d'être moi-même et que j'avais
une certaine valeur et que surtout je pouvais créer des choses en fait tout simplement. Et c'est pas un truc qui est évident. Et donc je sais pas, là aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas revenir dessus, sachant que c'est un son, moi avant justement mes sons je les écrivais sur plusieurs années. C'est-à-dire que là par exemple vous avez le son en lui-même et en fait j'allais venir par exemple faire un couplet un certain mois d'une certaine année, revenir plus tard dessus parce que du coup j'écris plusieurs sons en même temps et donc il y a des moments où je suis plus dans le mood, donc je vais changer d'instru, je vais prendre écrire un autre son complètement et puis plus tard je vais être dans le mood du son d'avant, pardon, et donc je vais avoir de l'inspi pour mon son d'avant. Et donc celui-là, c'est un son que j'ai écrit, je crois, en 2 ans quand même. Je crois que j'ai mis 2 ans à le finir. Sachant qu'au début, du coup, quand je l'ai écrit, je faisais encore partie de la Transgébi. Et donc, on était vraiment dans un truc d'avoir des paroles hyper impactantes, hyper violentes même, hein, hyper vulgaires, des trucs qui dérangent, tout simplement, parce que nous-mêmes, on dérangeait. Je ne sais pas si c'était fait exprès, je ne sais pas si c'était conscient ou non. Je vous avoue que sur ça, j'ai pas tellement de souvenirs. Parce que, comme je vous l'ai dit, ma mémoire n'est pas tout à fait intacte avec tous les problèmes psychologiques que j'ai eu et que j'ai encore actuellement. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette question-là d'impacter le monde, d'impacter les auditeurs. Et en fait, ce son-là, il m'a vraiment touché, en fait. Il m'a vraiment touché, il m'a vraiment mis dans quelque chose de l'ordre de j'ai le droit de parler de ma souffrance. Parce que jusque-là, on chantait, on rappait, on était là à dire des choses, mais c'était pas forcément la tristesse qui primait comme émotion. Et moi, pour les personnes qui vont écouter mes sons sur Insta, qui vont écouter mes sons à gauche, à droite, bien qu'ils soient pas sur les plateformes, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai rien enregistré de manière vraiment professionnelle, ce qui ressort quand même, c'est beaucoup d'émotions dans mes sons. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, beaucoup de recherche de soi, beaucoup de recherche d'amour, etc. Et en fait, c'est juste la personne que je suis, tout simplement. Et vu qu'avant, j'étais beaucoup dans ce truc-là de me distancer de mes sentiments, me désensibiliser de plein de choses pour pas être dans quelque chose de vraiment propre à la tristesse, parce que c'est quelque chose qui fait fuir les gens, blablabla, on en a déjà parlé. J'avais vraiment très peur d'être cet artiste trop deep, cet artiste qui est dans quelque chose de l'ordre de faire pleurer, d'être dans la tristesse, d'être catégorisé dans les artistes dépressifs, etc. Mais ce son-là, du coup, c'est vraiment le premier que j'ai fait où j'ai laissé mes sentiments parler. Et donc, par exemple, le couplet qu'on entend, où je dis un truc a changé dans l'air que je respire, comme l'impression que quelqu'un souffle martyr, c'était vraiment le fait de me dire que j'étais victime d'un truc qui m'appartenait pas. Parce que jusque-là, en fait, je m'étais toujours dit, c'est de ma faute si je souffre. C'est de ma faute si mes parents sont durs avec moi. C'est moi qui fais des conneries, c'est moi qui mérite tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, en parlant avec des gens, en discutant avec les gens, en me rendant compte que y a des gens qui sont pires que moi, hein, tout simplement, et que eux, il leur arrive pas forcément des merdes, etc. Je me suis dit, en fait, c'est pas tellement mérité ce que je vis. Il y a des choses qui sont méritées, mais tout n'est pas mérité. Et à mon sens, personne ne mérite de souffrir autant. Et donc, j'ai commencé pas forcément à me construire une identité de victime du système non plus, parce que j'étais quand même très à même avec la culpabilité, avec le fait que j'étais fautif sur pas mal de choses. Mais j'ai commencé à être vraiment dans une part de lucidité, en mode, en fait, il y a des choses que j'ai pas apportées. Il y a des choses que je dois sortir de moi parce que c'est vraiment pas à moi. C'est pas à moi de porter ça, ça m'appartient pas en fait, tout simplement. Et donc, ouais, ce son-là, c'était vraiment une découverte de moi, on va dire. C'était vraiment une découverte de moi, c'est le terme. Et franchement, je l'avais totalement zappé ce son, je vous mens pas. 2020, c'était il y a 5 ans, bientôt 6. Et ouais, c'est pas un... Je pense que c'est un son qui m'a marqué intérieurement parce que tout à l'heure, quand je suis retombé dessus, j'ai fait waouh! Mais mine de rien, c'est un son que j'avais oublié. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il y a une partie de ce son-là qui m'a refait tilt. C'est que je parlais déjà de suicide, en fait, à ce moment-là. Bon, je sais qu'au lycée, j'étais déjà suicidaire. Je sais que j'avais beaucoup
de choses autour de ça. Mais pour moi, à cette période-là, j'avais pas encore commencé à faire de tentatives. Et tout à l'heure, en me repenchant sur le son, vu que j'écris tout sur Google, et du coup, au fur et à mesure, même si je change de téléphone ou quoi, j'ai toujours mes textes. Je suis retombé sur une partie du son, du coup, que je vais vous lire, qui pour moi représentait vraiment cet état d'esprit que venait incarner justement le pseudo Sketchy et tout le personnage finalement de Sketchy, à savoir être soi, donc s'autoriser à avoir mal tout en essayant d'avancer. Du coup, je parlais d'une chose dans ma tête, etc. Bon, vous l'avez entendu. Et donc, j'ai écrit: mais je ne compte pas abandonner, oui, je compte bien persévérer. Et dans cette vie évoluer, ne pas répéter mes erreurs passées. Je connais ce mood par cœur, rien que d'y penser, ça m'écoeure. Oui, j'ai le cœur serré et verrouillé par un écrou. J'ai déjà la corde au cou. Oui, la vie m'a poussé à bout, donc je me roule dans la boue. Je me roule dans la bouse de mes erreurs, la bouse de mes malheurs, la bouse de mes propres mœurs, la bouse de mes frères et sœurs. Ça, c'était parce que, du coup, pendant très longtemps, je vivais dans l'ombre de mes frères et sœurs, parce que, justement, mes parents voulaient que je sois plus comme l'un, plus comme l'autre, etc. Et juste pas moi-même. Donc, moi, je me roulais dans tout ce qu'ils essayaient de faire, dans leurs résidus, on va dire, pour avoir un peu d'eux, on va dire. Et quand je dis ça, c'est vraiment de manière figurée. Hein. Je n'ai pas non plus... c'était pas... Ils allaient aux toilettes et moi, j'étais... C'est vraiment de manière figurée. Ils faisaient des choses et moi, j'essayais de faire pareil, j'essayais de suivre, etc., etc. Et prendre un peu d'eux pour que devant mes parents, voilà, j'ai ce truc-là de regardez, je suis un peu comme vous voulez. Mais bref, le couplet d'après, que j'ai apparemment jamais enregistré, je disais: j'ai décidé de tout arrêter, la TGB c'est terminé, donc la transgrébie, mais le Mass Gang m'a recruté. Donc ça, c'est un autre groupe du coup que j'avais fait, enfin c'est un pote à moi qui avait créé un groupe d'artistes dans lequel du coup il m'a fait venir, vu qu'il savait que je faisais du son. Il m'a fait venir avec mon meilleur ami de l'époque. Et donc, à partir de là, on a pu faire plein de sons ensemble, plein. On en a enregistré à 3, à 2, avec d'autres gens de l'équipe. J'ai écrit des textes pour certains. Bref, c'était vraiment une grosse organisation, mine de rien. Et en fait, mes potes, ils recrutaient un peu des gens un peu tout le temps. Et c'était un peu comme un renouveau en vrai, on va dire. D'ailleurs, c'est ce que je dis juste après. Donc, le Mass Gang m'a recruté. À vrai dire, ça m'a relevé. Un message, il m'a révélé. Nouveau Sketchy s'est réveillé. Parce que vraiment, dites-vous que c'est à partir de là que je suis officiellement passé de Ghetto à Sketchy, finalement. Parce que je me voyais mal garder le même nom dans un groupe qui est différent, tout en sachant que moi-même, j'étais différent. Donc après, je suis venu dire: toute ma vie, de ça j'ai rêvé, de ce bonheur instantané. Je me croyais à jamais damné. Fleuve de souffrance, je suis sous apnée. La délivrance m'a appelé. Plus jamais je serai condamné. Avec le temps, je me suis armé. À me pardonner, je suis amené. Nouvelle raison m'a animé. Oui, je peux de nouveau aimer. Et ça, je vous jure, quand je le relis là, en me disant c'était quand, quelle période, etc., mais ça me fait chaud au cœur. Mais waouh! Waouh, parce que c'est vraiment pas anodin. Parce que je vous l'ai dit, quoi, j'étais dans un truc de... J'étais pas aimé, je savais pas ce que c'était aimer. Je devais apprendre à aimer, je devais accepter d'aimer, je devais accepter qu'il y avait des choses que j'aimais pas en moi, accepter de me pardonner justement sur certaines choses, accepter de me voir autrement et de m'accepter. Et ouais, vraiment ce truc-là de... En fait, c'est pas toi qui as construit ce groupe-là, c'est des gens qui ont vu ta valeur, qui sont venus te chercher, qui t'ont dit: toi, je te veux avec moi. En fait, ça te met vraiment dans un truc de... Ouais, genre, t'es quelqu'un, en fait. T'es quelqu'un, t'as le droit au bonheur, t'as le droit d'avancer. Et let's go, quoi. Sachant que, du coup, à ce moment-là, franchement, moi, de souvenir, j'étais pas dans toute cette sphère de la mutilation, des tentatives de suicide, etc. Mais apparemment, si. Donc, je vous avoue que je ne saurais pas quand est-ce que j'ai commencé. Mais si à ce moment-là, j'étais déjà dans ça, ça veut dire que j'ai dû commencer autour du collège. Ce qui fait me dire que j'étais vraiment dans un gros déni de mon état. Alors vraiment. Et mine de rien, il y a quand même une partie de moi qui est assez fière parce que c'est dire que j'étais mal avec moi-même depuis encore plus longtemps que ce que je pensais. Et j'ai quand même réussi à m'en sortir. Et franchement, c'est pas rien. Il y a vraiment ce recrutement dans le Mass Gang, ça m'a vraiment...
changer. Bah d'ailleurs, c'est ce que je dis, je crois, dans le couplet d'après. Ouais. Attiré comme un aimant, fort comme l'amour d'un parent. J'aimais énormément parler de l'amour des parents parce que je me faisais vraiment une image spécifique de ce que doit être un parent, de comment on doit aimer un parent, etc., qui était très loin de la réalité que je vivais. C'est vrai que j'ai pris du temps, mais je serai plus comme avant. Plus de paroles dans le vent, prise de conscience juste à temps. Ma lame finira dans les temps. Maintenant, c'est toi que j'attends. Et là, à ce moment-là, je parlais de Sketty. C'est incroyable. En fait, vraiment, je me jure, des fois, je me pose sur mes anciens textes et tout, et je me dis, mais la plume. Et franchement, je sais que pour beaucoup, ça parlera pas. Mais faut vraiment se dire que j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et j'écrivais des trucs tellement profonds, bien que je ne sois pas objectif, parce que c'est moi qui l'ai écrit, que ça me parle forcément, vu que ça parle de moi. Il y avait vraiment ce truc-là en Sketty, en la représentation du personnage de Sketty, il y avait vraiment tout ce truc mais en fait, à partir de maintenant, on va être comme ça. Si ça marche pas, la seule chose qui me sortira de ça, c'est la mort. Très clairement. Terre à terre, c'est ça. Un peu ce truc-là si je le mets en lien avec le skate, t'as ton skate, ça te permet d'avancer. Il y aura des petits obstacles, tu vas chuter à certains moments, etc. Mais ton skate, il sera toujours là. Tu vas te relever avec ton skate, tu vas réavancer avec ton skate, tu vas faire des petites modifications. Moi, j'aimais bien desserrer un peu sous mon skate pour qu'il soit plus flexible, etc. Donc vraiment être dans ce truc-là, de l'adapter à ton pied, adapter ta planche, adapter tes tricks, adapter tout ce que tu veux pour vraiment aller le plus loin possible, faire les choses le mieux possible, t'adapter au terrain, t'adapter à ton environnement. Et le jour où tu casses ton skate, tu peux plus avancer. Et moi, j'étais vraiment dans ce truc-là. Le jour où Sketty, ça sera plus suffisant pour avancer, je m'arrête là. Et donc voilà quoi, Sketty, c'est vraiment le personnage de ma vie, on va dire. Sachant que j'ai fait un son sur ma vie. C'était en 2020 aussi, je crois. 2020 ouais, c'est 2020, qui s'appelle Tokyo, qui est disponible, je crois, sur YouTube. Mais donc oui, vraiment, même si le choix du pseudo en lui-même, Sketty, c'était anecdotique, le personnage et l'image derrière que je me suis construit, que je voulais voir à travers ce Sketty, déjà, c'est un truc qui est assez fou à dire, mais je dirais que je l'ai atteint aujourd'hui, parce que Sketty, c'était un peu une certaine apogée de moi, que je trouve que j'ai plus ou moins atteinte aujourd'hui, sachant que je pourrais, par exemple, en vrai, me renommer sur les réseaux, avec mon vrai prénom et tout, parce que je suis vraiment à même d'être la personne que je suis aujourd'hui et que j'ai pas besoin de me cacher derrière des pseudonymes, derrière des images, derrière des personnages, etc. Mais pour la symbolique, je préfère garder ce nom-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'était Sketty et Sketty on the Flow. Parce que c'était vraiment sur le flow des tourments, sur le flow des douleurs, des malheurs qui m'arrivaient, etc. On surfe dessus. On skate dessus, on ride dessus. et en fait, on passe au-dessus, quoi. On passe au-dessus, on le survole. Des fois, on va tomber dedans, on va faire des rechutes. Mais l'important, j'allais dire, de nager au-dessus. Mais je sais pas flotter. Je sais pas flotter. Je sais nager, mais je sais nager que sous l'eau. Mais bref, c'est vraiment ce truc-là tu chutes, mais tu te relèves. Même si ça prend 30 ans, même si tu te relèves pour 2 secondes et tu rechutes, tu gardes en tête que tu as rechuté, pourquoi tu as rechuté, comment ça se fait, comment tu as fait pour commencer à remonter, qu'est-ce qui a fait que tu as peut-être rechuté. Et en fait, vraiment, garder ton passé, en apprendre et aller de l'avant, en fait, tout simplement. Et franchement, c'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas rien. Mais donc voilà, c'était pour le pseudo Sketty.